Salut Internet. Je n'ai jamais aimé Yu-Gi-Oh! Et j'ai toujours fait semblant de collectionner depuis 20 ans. C'est faux. C'est un canular. Promis, les sets que je vous ai trouvés sont moins cringe que celui-là. Générique peut-être. En 2018, si vous vouliez être in, il fallait vous rendre au Shed at Dulwich, numéro 1 des restos à Londres sur TripAdvisor. L'engouement est total, les avis sont unanimes, les réservations pleuvent, la cuisine, mais exceptionnelle, la cuisine elle dépasse toutes les espérances. Les gens désespèrent de trouver une date qui n'affiche pas déjà complet. Des restaurateurs veulent organiser des collaborations, une société de production australienne propose de tourner des images promotionnelles pour le resto. Bref, c'est un véritable banger, The Place to Be, qui ressemble à ça. Un palace, hein, vraiment de mauvaises herbes et de mobilier Jardiland, qui est en réalité The Place to j'ai jamais existé du tout. Tout ça a été organisé par le journaliste anglais Uba Butler. Pour que ça marche, il avait une seule chose à faire, attiser l'envie des gens. Et pour ça, rien de plus simple, des complices et une connexion internet. Ses amis étaient chargés d'inonder le site de commentaires élogieux, logique pour attirer les futurs clients. L'adresse exacte du restaurant n'était pas connue, assez malin pour rendre le lieu mystérieux et fascinant. Et les réservations n'étaient possibles qu'en ligne. Pratique pour dire que tout était complet. Voilà comment, en 6 mois seulement, Uba a réussi à hisser le Shed at Dulwich tout en haut du classement des meilleurs restaurants de Londres, et ce, sans jamais avoir servi de plat. C'est un génie. Mais en même temps, tant mieux qu'il ait pas servi de plat quand on voit comment il a créé les photos d'illustration. C'est quoi cette assiette avec son pied? Et plutôt que de s'arrêter à ce canular, il a décidé de lui donner vie le temps d'une seule petite soirée. Il s'est donné du mal pour faire de son jardin un lieu à la hauteur de sa réputation. Pas d'aquarium à homard, plutôt un enclos à poules. C'est plus chic, c'est plus distingué. Uba a donc finalement accueilli ses clients. Enfin, seulement 10, hein, faut pas déconner. Et il leur a servi des plats surgelés. Et le plus dingue, c'est que les gens, ils ont kiffé. Genre premier degré. Ils se sont sentis super privilégiés de pouvoir obtenir une table dans le resto numéro 1 de Londres. Et ils se sont pas doutés du canular. Ah, elle commence bien cette vidéo. Vous souvenez-vous des horribles cernettes? Je vous en ai parlé dans la vidéo 77 faits insolites surprenants sur internet. Les horribles cernettes, c'est ce groupe parodique de chanteuses inventé par des employés du CERN. Eh bien, les scientifiques auraient encore frappé. Entre 2 accélérations de particules et une recherche sur les lois de l'univers, rien de choquant à ce que les employés se livrent à des rituels et des sacrifices humains. En même temps, faut bien ça pour percer les secrets du cosmos. La cérémonie occulte se déroule sur le square Edoardo Amaldi, en face de cette belle statue de Shiva qui danse, et entre un hôtel et le fameux bâtiment 40 dédié à la physique. Vraiment, on est au CERN, quoi, c'est 6 étages de physiciens. Vous imaginez bien que quand la vidéo a fuité sur internet en 2016, ça a été la grosse paranoïa. On y voit des personnes dans des robes noires qui sacrifient une femme devant un étrange hôtel. Le tout est filmé par un téléphone de manière clandestine, là, qui semble d'ailleurs se situer à cette fenêtre. J'ai fait des petits calculs mathématiques, géométriques, tout ça. Alors vraiment, on se croirait dans un film d'horreur. Pendant 4 secondes max, hein. Parce que les gars, c'est quoi ce bourreau là avec des chaussures de skater aux pieds? Vous avez même pas besoin de nous expliquer que c'était un canular, hein. Après, bon, on ne sait toujours pas si ce sont des scientifiques, des étudiants du laboratoire, des touristes japonais qui séjournaient dans l'hôtel. Dans tous les cas, le CERN n'était pas très content de la plaisanterie. Et d'ailleurs, rien à voir, si vous demandez le lien entre Shiva qui danse et la physique, c'est compliqué. Je vous mets un lien en description, ce sera plus simple. L'archéologie n'a pas été épargnée par les canulars. Une vingtaine de fraudes, plus ou moins célèbres, sont répertoriées sur une page Wikipédia dédiée. Et parmi elles, j'ai voulu vous parler dans un premier temps du géant de Cardiff. Un homme pétrifié de 3 mètres, découvert par des ouvriers en octobre 1869 et que j'ai habillé pour l'occasion, histoire de conserver ma monétisation. Je vous invite à aller voir par vous-même sur Google Images. Disons que, bon, voilà, il fait 3 mètres, ses proportions sont assez bien respectées dans son corps. Yes, allez, quoi qu'il en soit, pendant les semaines qui suivent sa découverte, le géant fait sensation jusqu'à ce qu'il soit discrédité. Il n'est finalement qu'un canular organisé par George Hull. Ce riche vendeur de cigares a été inspiré par la Bible. Je me suis demandé pourquoi les gens croiraient ces histoires remarquables de la Bible sur les géants quand soudain j'ai pensé à faire un géant de pierre et à le faire passer pour un homme pétrifié. Et le gars s'est donné du mal. Plus d'1 an de travail dans le secret pour une blague qui aura duré 1 mois. C'est un peu décevant. Mais bon, tout ça n'a pas empêché le grand P.T. Barnum de créer une réplique qui est maintenant exposée au Farmers Museum. Par contre,
autre dans la catégorie canular qui a mis une plombe à être débunké, voici la pierre de Pompie. Découverte en 1820 près de Pompie, dans l'état de New York, sur sa surface est gravée une inscription qui la ferait dater, logiquement, du début du XVIe siècle. Elle aurait marqué la tombe d'un Espagnol dont on a supposé qu'il était un explorateur, un missionnaire ou même un captif d'une tribu amérindienne. La pierre a été exposée dans plusieurs musées jusqu'à ce qu'un jour, William Martin Beauchamp, un ethnologue, sente la douille. Après avoir fait quelques recherches, il a remis en doute l'âge de la pierre. Et du propre aveu de John Sweet, le canular a pu être avéré. Des membres de la famille de John étaient à l'origine de la supercherie. Alors qu'elle était jusque-là exposée comme un artefact important de l'histoire américaine, la pierre de Pompie est désormais exposée comme l'exemple d'un canular qui aura duré plus de 70 ans. Mesdames et messieurs, le tour de passe-passe dont je vais vous parler maintenant est quelque peu extrême. Depuis les années 40 à peu près, une pratique médicale venue tout droit des Philippines s'est répandue à travers le monde. La chirurgie psychique. Derrière ce terme très mystérieux, il y a une pratique qui l'est tout autant, celle d'opérer à main nue un patient sans laisser aucune incision. En très gros, le chirurgien, avec vraiment des gros guillemets, enfonce ses doigts dans le ventre du patient. Du sang jaillit et il extrait la partie malade du corps du patient, et quand c'est fini, y a rien. Aucune égratignure, genre nickel chrome. C'est monsieur propre, le ventre du patient. Les adeptes du monde entier en sont persuadés, cette pratique tient du miracle. En même temps, il faut dire qu'elle est étroitement liée au culte spiritualiste. Grosso modo, la croyance que l'esprit saint repose dans le corps humain ou la nature. Au Brésil, dans les années 70-80, les guérisseurs n'étaient que des intermédiaires par lesquels des esprits de médecins morts agissaient pour sauver la personne. Des espèces de marionnettes humaines pour fantômes, si je grossis un petit peu le trait. Bon, je sais que faut pas débunker les tours de magie d'habitude, mais là ça nous vient tout droit de James Randi, le James Randi. Je vous invite à découvrir un petit peu sa vie. C'est un prestidigitateur qui s'est donné pour mission de démasquer les charlatans. Parce que, aussi fou que ça puisse paraître, il y a vraiment des gens qui pensent que ce genre de pratique suffit à guérir. C'est pour ça que James, qui connaît bien les mécanismes de la prestidigitation, s'est fait un malin plaisir à faire une démonstration de chirurgie psychique sur un plateau de télé. Vous le comprenez, je vous épargne évidemment le bas de cette image pour préserver votre santé mentale et mon AdSense, mais ouais, en gros il utilise des poches de faux sang, du foie de poulet qui cache un petit peu dans ses mains, qui sort et tout, c'est dégueulasse. Après, la vidéo est super cool, je vous la laisse en description parce que c'est vraiment un petit peu trop gore pour YouTube. En tout cas, en France, ce genre de pratique est condamné et reconnu comme une belle escroquerie, sans déconner. Pour ce fait, la frontière entre canular et mystère reste assez fine. Voici James Macpherson, un écrivain et poète écossais du XVIIIe siècle qui est connu pour avoir découvert et traduit des poèmes appartenant à Ossian, qui serait un barde écossais du IIIe siècle et qui aurait écrit plusieurs poèmes épiques en gaélique écossais. Ça ressemble à ça, le gaélique écossais. C'est pas ouf, objectivement, comme langue. Et oui, vous avez totalement raison de penser qu'Ossian ressemble beaucoup à Homère, le poète antique grec, son équivalent celte en gros. Et de la même manière que son poteau grec, Ossian est une source d'inspiration, d'influence énorme, mais son existence est également contestée. Celui qui se cacherait derrière ce personnage serait Macpherson lui-même. Passionné par la poésie gaélique, James a participé à une expédition dans les Highlands qui avait pour but de découvrir, de rassembler, de récolter les histoires encore transmises à l'oral. Grâce à ce voyage, il publie plusieurs poèmes dont certains sont devenus d'énormes bangers chez les Européens, sauf que les textes sont très vite remis en cause par des spécialistes qui pointent plusieurs erreurs. Macpherson serait un giga mytho. Quoi qu'il en soit, c'est indéniable, la figure d'Ossian a donné lieu à un courant, l'ossianisme, où les auteurs cherchaient à imiter le style du barde. Et si vous vous demandez où se trouve la vérité, est-ce que ce gars a vraiment existé, bon, on est probablement au milieu de tout ça, mais franchement, quand on voit ce que ça a apporté à la littérature et à l'art dans son ensemble, un canular avec un petit peu de mystère, ça peut ne pas faire de mal. Petit medley, messieurs dames, sur les canulars animaliers, parce que vraiment il y en a des tonnes. Et il y a une constatation que je ne peux pas ignorer, c'est que les lapins ont beaucoup inspiré les canulars. Et je ne sais pas pourquoi. Pendant mes recherches, à chaque fois que je tombais sur une créature,
un lapin. Ça n'a vraiment aucun sens. L'un des plus connus est le jackalope, subtil mélange entre le lièvre et l'antilope. Il est représenté avec des petits bois de serre là tout mignons, comme son cousin allemand d'ailleurs, le Rasselbock. Et si vous allez en Suède, ici ou là, vous pourrez tomber sur le skvader, un lapin ailé cette fois-ci. Mais attendez, j'ai encore mieux, j'ai trouvé le boss du game, le Volpatinga, qui est un lapin ailé avec des cornes de cerf. Le combo ultime. Ou alors une grosse panne d'inspiration au moment de l'imaginer. Sinon, mention spéciale à l'Almirage, qui est, déjà c'est important de le dire, une carte primordiale du deck Salamangrande à Yu-Gi-Oh évidemment, mais surtout dans la littérature arabe médiévale, un lapin avec une corne de licorne. Parce que pourquoi pas. Bon, et sinon, à la fin des années 90, un utilisateur internet, connu sous le nom de Lyle Zapato, a créé un petit phénomène en publiant cette image. On n'y voit pas grand chose, mais en gros ça représente une pieuvre arboricole censée vivre dans les forêts humides du parc national olympique dans l'état de Washington. En fouillant un peu, je suis très vite tombé sur son site, sur lequel vous trouverez toutes les infos nécessaires sur l'animal. C'est hyper documenté. Et si par hasard vous remarquez une de ces pieuvres, vous pouvez envoyer vos preuves à Zapato qui se charge de répertorier toutes les observations. Pour info, la pieuvre arboricole est un canular qui est régulièrement utilisé dans les écoles aux États-Unis par les professeurs qui veulent apprendre aux élèves à développer leur esprit critique et à ne pas croire tout ce qu'ils voient sur internet. Ok, on est au numéro 1, je ne connaissais absolument pas ce fait, qui, je pense, va vous passionner. Mêler canular et télé-réalité, ça a existé, et l'Oscar du genre revient à Channel 4, qui a fait un prank stratosphérique que je rêve de revoir de nos jours. Vraiment, faut vous imaginer, le brainstorm de la prod a dû ressembler un petit peu à ça. Et si on faisait une télé-réalité où des gens sont entraînés comme des astronautes? Non, attends, j'ai mieux. Et si on leur faisait croire qu'ils vont aller directement dans les étoiles? Ok, et genre, on construit un faux vaisseau avec de l'hydraulique pour que ça bouge, de la fumée, des bruits. Ils doivent être persuadés qu'ils s'envolent vers les étoiles. Adjugé, vendu, serre-moi le scaphandre, Oliver. L'émission Space Cadets est lancée comme une fusée. Il présélectionne 9 participants avec des tests psychologiques et physiques qui n'ont ni queue ni tête et rajoute 3 acteurs dans la combine. Là, le présentateur annonce aux élus qu'ils vont être les premiers touristes spatiaux britanniques de l'histoire et ils y croient à 100%. Les gars montent dans un avion, direction un camp d'entraînement spatial en Russie. Alors, ils prennent bien l'avion, hein, vraiment, ça dure, le vol dure longtemps. Juste, ils survolent l'Angleterre 4 fois avant de se poser et d'être transférés par hélico, toujours en Angleterre, dans une ancienne base militaire proche de Ipswich. Et vraiment, rien n'est trop beau pour la prod. Ils ont transformé le complexe, totalement marouflé, pour que, évidemment, rien ne puisse mettre la puce à l'oreille des participants qui sont persuadés qu'ils se trouvent en Russie. La prod est même allée à Moscou pour acheter du PQ, de la bouffe, tout en russe. Vraiment, les acteurs sont russes, c'est un truc de fou. Pendant l'entraînement, ils leur font gober des trucs, mais complètement loufoque, genre que ça, c'est le signe à faire si tu manques d'oxygène. Bon, mais plus sérieusement, c'est tout le but de l'expérience, la pression du groupe. L'enthousiasme alimenté notamment par les acteurs fait que, ouais, les futurs prankonautes n'y voient que du feu. Et c'est bien pratique parce que la prod pouvait leur faire croire n'importe quoi. Je veux dire, ça allait être compliqué de reproduire la pesanteur. Et ben, ils sont arrivés à leur faire croire qu'il y avait une super technologie dans leur vaisseau, que voilà, il y avait de la gravité. Bon, dans le lot, seulement 3 prankés ont été sélectionnés et un acteur aussi, qui ont donc accéder au pad de lancement, de prankement, qui était juste un beau simulateur hollywoodien. Et je peux vous dire que les ingénieurs son, les gars qui faisaient les effets spéciaux, ont donné de leur personne. La blague atteint son paroxysme quand ils découvrent, émus, la Terre vue de l'espace. En réalité, un grand écran géant devant eux. Finalement, ce canular, qui a quand même coûté 4,5 millions de livres, s'est soldé par la sortie extravéhiculaire de l'équipage qui a débarqué sur un plateau télé. Ils ont quand même dû se sentir bien cons et beaucoup de spectateurs disent avoir culpabilisé. J'avoue que perso, en découvrant un documentaire qui parle de l'histoire, sur la fin, t'es un peu mal à l'aise, les gars sont tellement persuadés de leur truc. Après, je retiens que ce sont quand même les 3 seules personnes au monde qui furent réellement persuadées d'être dans un vaisseau et de voir la Terre. Et cette sensation indescriptible, je pense qu'on leur enlèvera jamais. Je veux dire, et nous, si on va dans un simulateur, on sait que c'est un simulateur. Bref, des canulars comme on n'en fait plus et qui concluent très bien cette vidéo. Sachez une chose en ce qui nous concerne, entre les nouveaux projets qui arrivent, les nouveaux formats qui se développent et les permanents qui reviennent un petit peu, je vous rassure, le planning 2023 est bien chargé. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. S'il y a des fans de Yu-Gi-Oh parmi vous, oubliez pas que j'ai une chaîne secondaire où je parle vachement de cartes Yu-Gi-Oh, donc si vous voulez venir voir, ça s'appelle le Labo, je vous mets le lien en description. Messieurs, dames, portez-vous bien, passez un bon dimanche, on se retrouve la semaine prochaine. Salut Internet.